Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour les vidéos traditionnelles de fin d'année. Et donc aujourd'hui je vais vous parler des meilleures lectures que j'ai faites cette année en 2021. Alors 2021 ça n'a pas été ma meilleure année en matière de lecture, ça n'a pas été la plus mauvaise non plus, mais globalement j'ai moins lu. En tout cas j'ai moins pris le temps de lire parce que ça a été une année assez chargée, il y a eu pas mal de changements dans ma vie sur différents plans. Et puis globalement mes lectures ont été plutôt ou simplement bonnes ou mitigées. En tout cas elles n'ont pas eu un impact absolument incroyable sur moi. Même si j'ai eu d'excellentes lectures et heureusement, et d'ailleurs il y a aussi eu de très beaux projets en 2021 dont je reparlerai dans cette vidéo. Mais du coup comme je disais j'ai fait quand même d'excellentes lectures, heureusement, et je vous les présente du coup aujourd'hui. Alors il n'y aura pas d'ordre de classement particulier, je vais vous prendre les livres un petit peu comme ils viennent et un petit peu aussi comme je les ai lus au fil de l'année. Et je commence tout de suite donc par Thérèse de Arthur Schnitzler. Alors c'est un livre dont j'ai déjà parlé dans une vidéo en début d'année puisque j'ai lu 5 ou 6 livres de Arthur Schnitzler et j'en parle dans une vidéo qui lui est dédiée, donc je vous laisserai le lien quelque part. De toute façon globalement pour les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, je les ai en général déjà présentés dans d'autres vidéos, donc je vous mettrai les liens si ça vous intéresse pour avoir un avis un peu plus détaillé, puisqu'ici je vais pas m'attarder sur les livres. Voilà, je vais simplement un petit peu vous expliquer pourquoi ils sont dans cette vidéo et pourquoi ils m'ont autant plu. Et donc Thérèse d'Arthur Schnitzler, au niveau de l'histoire très brièvement, on va suivre Thérèse qui est une jeune femme qui habite à Vienne en Autriche dans les années 20 et on va suivre son destin, donc c'est vraiment le roman qui va dépeindre le destin de cette femme qui va connaître vraiment une déchéance, une descente aux enfers. Elle est issue de la petite bourgeoisie et parce qu'elle a décidé de vivre sa vie de façon indépendante, ou en tout cas en dehors de certaines conventions sociales, eh bien elle va peut-être le payer d'une certaine manière. Alors ce que j'ai absolument adoré dans ce livre, c'est justement le portrait de Thérèse, c'est la psychologie fine que Arthur Schnitzler a réussi à mettre en œuvre ici dans son personnage féminin. Vraiment les réflexions de cette femme, son portrait, ses problématiques, la façon qu'elle avait de vivre sa vie, tout était, j'ai trouvé assez fin, complexe, pertinent, crédible. Vraiment j'ai trouvé que c'était un excellent portrait de femme dans la littérature. Et puis j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur. Alors c'est une traduction mais c'est un style, il faut savoir que c'est le dernier roman que l'auteur a écrit et on sent que c'est un style qui a abouti, qui est mature. Il y a une forme de mélancolie, voire de résignation qui s'échappe un petit peu de ce livre, de cette écriture. Et ça reste un livre quand même assez sombre, assez noir, ce que j'aime. Donc voilà, c'est pas du tout optimiste, très honnêtement. Il y a, pour finir, ce que j'ai aimé, tout un tas de problématiques qui sont liées à la vie de cette femme qui ont été abordées, que ce soit dans le travail qu'elle va exercer, dans sa relation aux hommes, dans sa relation à ses parents, et puis dans la maternité, puisque Thérèse, bon c'est pas vraiment un spoil, mais elle va avoir un enfant et Arthur Schnitzler va vraiment dresser un portrait, enfin en tout cas nous décrire les réflexions de Thérèse autour de la grossesse, de l'accouchement et ensuite du fait d'être mère. Et voilà, j'ai trouvé que tout était très bien fait, donc j'ai adoré cette lecture, vraiment je vous la recommande. Bon, de toute façon je vais vous recommander tous les livres qui sont dans cette vidéo, c'est un petit peu le principe, mais voilà, en tout cas Thérèse, vraiment j'ai absolument adoré. Autre livre que là je ne cesserai jamais de recommander, il s'agit de La Jungle de Upton Sinclair, dont j'ai parlé dans une de mes dernières vidéos sur la littérature prolétarienne. Pareil, je vous laisserai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Upton Sinclair, c'est un auteur engagé, c'est un auteur socialiste des États-Unis du début du XXe siècle. Et donc La Jungle, c'est une œuvre engagée. D'ailleurs, Upton Sinclair était appelé le Zola des États-Unis et je comprends la comparaison pour cet aspect, comme j'ai dit, engagé, social et très humain. On sent qu'Upton Sinclair, voilà, il a un côté très, très humain et engagé, encore une fois. Il va nous parler ici des abattoirs de Chicago, qui était absolument immense et qui nourrissait une bonne partie des États-Unis et du monde en viande. Et il va dénoncer la condition des ouvriers qui travaillent dans ces abattoirs, mais il va également dénoncer la condition des animaux dans ces abattoirs. Et encore, il va aborder plein d'autres thématiques comme la condition des femmes, des prostituées, la montée du socialisme, la corruption des politiques. Enfin vraiment, il y a tout un tas de problématiques sociales et politiques qui sont abordées, qui sont très bien traitées. Le tout dans un récit à la Zola, dans le sens où on va quand même suivre l'histoire de personnages, d'une famille, on est vraiment pris dans l'histoire. C'est un récit qui est dur, donc voilà, faut quand même avoir le cœur accroché parce que l'auteur nous épargne rien. Bon voilà, comme dit, je vais pas m'étendre, mais si vous aimez Zola, si vous aimez la littérature engagée, si vous aimez
Enfin, si vous avez envie de lire sur ces problématiques des animaux, des ouvriers, des femmes, etc. Vraiment, La Jungle d'Upton Sinclair, j'ai absolument adoré, je vous le recommande à 1000%. Ensuite, il y a eu le printemps japonais auquel j'ai participé, qui a été créé donc par Antastasia. Et dans l'ensemble, pour le printemps japonais, j'ai fait quand même de bonnes lectures. Mais il y a vraiment deux lectures qui se démarquent, notamment une qui a immédiatement été un énorme coup de cœur, que je relirai, c'est certain. Il s'agit de La vie d'un idiot de Akutagawa. C'est une collection de très courts textes, de pensées vraiment de l'auteur qui sont posées comme ça sur le papier. Ce sont des nouvelles, je sais pas si on appelle ça des nouvelles, mais en tout cas des textes qui ont été publiés de manière posthume après que l'auteur se soit suicidé. Et en fait, La vie d'un idiot, ça a été un petit peu la façon qu'avait l'auteur de préparer ce suicide, puisque c'est le sujet qu'il va aborder dans ses textes. Akutagawa souffrait de dépression, d'anxiété, d'insomnie. Il en parle dans ce livre. Donc c'est encore une fois une lecture qui n'est pas du tout joyeuse, mais paradoxalement il y avait des réflexions très belles, il y avait une très belle écriture, de belles images, et puis tout ce côté de sa maladie, de la maladie dont il souffre, de la préparation à la mort, au suicide, du sens de la vie, etc. Enfin, vraiment j'ai absolument adoré. Alors faut aimer hein, les lectures déprimantes, mais c'est ce que j'aime, donc c'est très bien. Mais voilà, je vous recommande vraiment si vous pensez qu'on a des goûts similaires, je pense que La vie d'un idiot vous allez beaucoup aimer. Et puis le deuxième texte de littérature japonaise, c'est Kae ou les deux rivales de Sawako Ariyoshi. Alors ce livre, ça n'a pas été une évidence parce que au moment de la lecture, j'aimais ma lecture, mais c'était pas un coup de cœur, c'était pas parfait, voilà, je n'aurais pas pensé qu'il finisse dans cette vidéo. Mais plus le temps passe et plus j'y pense et plus je me dis que ça a été quand même une excellente lecture. Lecture qui m'a marquée puisque j'y repense souvent. Alors je vous la présente dans cette merveilleuse édition avec cette magnifique couverture. Mais donc Kae ou les deux rivales, pour faire bref, on est au XVIIIe siècle au Japon, dans l'aristocratie japonaise. On va suivre en fait deux femmes d'une même famille qui vont entrer en rivalité, en compétition pour un homme. Voilà, je reste très vague pour que vous ayez le plaisir de découvrir cette histoire. Ce que j'ai aimé, c'était le contexte de cette aristocratie japonaise, de l'époque, où on voit vraiment les coutumes, les traditions, la vie de cette aristocratie que j'ai trouvé très intéressante à suivre. Mais surtout, ce que j'ai aimé, c'était le portrait de ces deux femmes qui était encore une fois très bien fait, complexe, crédible, voilà, vraiment dans la finesse. Ce que j'ai aimé également, c'était la construction de leur relation qui est complètement malsaine, voire perverse à la fin, voilà, qui est quelque chose que j'aime beaucoup. C'était très bien fait à ce niveau-là aussi. On nous parle des animaux et du traitement des animaux dans la médecine, donc ça je m'y attendais pas du tout et ça m'a plu, même si du coup ça fait qu'il y a des scènes très difficiles à lire, en tout cas pour moi. Mais bon, c'était pas du sensationnel et ça a son intérêt dans le récit. Donc voilà, des thématiques que j'ai aimées, des portraits très bien réalisés, des portraits de personnages très bien réalisés, des personnages féminins, très belle écriture également, en tout cas dans la traduction. Hein. Et voilà, c'est un récit qui me reste vraiment à l'esprit, donc je vous recommande si vous voulez découvrir Sawako Ariyoshi, pourquoi pas avec Kae ou les deux rivales, parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Ensuite je vous parle de Go Tell It on the Mountain de James Baldwin. Alors James Baldwin, c'est un auteur que j'aime beaucoup, j'aime énormément sa plume, et alors là c'était une histoire absolument magnifique, enfin au niveau du style en tout cas, parce que non, ce qui s'y passe n'est absolument pas magnifique. Mais Go Tell It on the Mountain, c'est un livre à portée autobiographique, puisque James Baldwin va nous raconter l'histoire d'un jeune homme de 14 ans qui vit à Harlem, donc à New York, qui est issu d'une famille très croyante et pratiquante, et notamment son père qui est pasteur, si je ne dis pas de bêtises, et qui souhaite que son fils reprenne un petit peu le flambeau de la prêtrise. Sauf que notre personnage, ce jeune homme, lui ça l'intéresse pas du tout, et surtout il va vouloir se détacher en fait de sa famille, de son père qui est un homme violent avec ses enfants et avec sa femme. Donc encore une fois beaucoup de choses qui sont abordées ici, la religion, l'homosexualité, la violence en fait intrafamiliale, l'esclavage, le féminisme. Vraiment, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, très bien abordés. James Baldwin, en plus, il a une plume qui est incroyable. Vraiment, il y a des passages qui sont frappants.
Et il arrive à dire énormément de choses avec peu de moyens et en étant presque comment dire, exhaustif sur des... Enfin bref, je trouve ça assez incroyable. Alors encore une fois, c'est un livre dont j'ai parlé plutôt en détail dans une autre vidéo dont je vous laisserai le lien en barre d'infos. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous réfère à cette vidéo, mais en tout cas, je vous recommande à 1000% encore une fois James Baldwin et notamment Go Tell It on the Mountain. Je crois qu'il est traduit en français si vous ne lisez pas en anglais parce que je pense qu'il faut quand même avoir un niveau, un bon niveau pour lire James Baldwin en langue originale. Alors on va rester dans la littérature anglophone avec Katherine Mansfield dont j'ai déjà parlé plusieurs fois également et son recueil de nouvelles ici The Garden Party. Je pense que c'est une des lectures qui m'a le plus marqué cette année et qui m'a peut-être le plus marqué même ces dernières années. J'ai adoré l'écriture de Katherine Mansfield qui est délicate, qui est subtile et en même temps encore une fois exhaustive et très féminine en fait. Ce sont vraiment des très courtes nouvelles, mais elle arrive à tout de suite nous plonger dans ces histoires familiales, dans ces personnages, dans ces paysages. Et puis j'ai adoré les thématiques, on nous parle de solitude, on nous parle de ces moments de vie où tout se brise en fait. Tous les personnages de ces nouvelles, qui sont d'ailleurs des nouvelles très différentes, qui se passent pas dans des endroits, enfin qui se passent dans des endroits différents, avec vraiment des personnages très différents les uns des autres, à des époques différentes, et pourtant tout ce qui les relie, c'est justement ce moment dans la vie où, ben, comme j'ai dit, tout se brise, où on a la réalisation de quelque chose, où on prend conscience de quelque chose, et suite à ça, plus rien ne sera jamais pareil en fait. Et c'est fait avec une écriture qui est lumineuse, qui est, je vous ai dit, délicate, subtile, et enfin bref, je absolument adoré, je vous recommande Katherine Mansfield, pareil. Alors le style est moins compliqué que James Baldwin, donc si vous avez un niveau correct ou moyen, bon ça veut dire quoi correct ou moyen, mais voilà, c'est pas l'anglais le plus difficile, mais c'est pas le plus abordable non plus quoi. Voilà, donc si vous n'avez toujours pas lu Katherine Mansfield, ben je vous la recommande, c'était absolument génial. Et ensuite, l'année dernière, je vous parlais de Adrienne Mesura de Julien Green, et cette année, je vous parle de Léviathan de Julien Green. Alors Julien Green, ça fait un moment que je vous dis que je veux vous en parler, que je veux parler de cet auteur, de ces livres-là. Je vais le faire en 2022, promis, dans différents projets, on en reparlera. Mais du coup cette année j'ai lu Léviathan et j'ai absolument adoré encore une fois. J'adore l'écriture de Julien Green. Là aussi beaucoup de thématiques qui sont abordées. Destin de femme, on nous parle de viol, on parle de prostitution, on parle de vieillesse, on parle d'amour, on parle vraiment de beaucoup de choses. Et les personnages sont très bien travaillés. Ça se lit avec une facilité, une fluidité incroyable. C'est une écriture qui est très visuelle, très cinématographique. Voilà, vraiment, j'en dis pas plus parce que je veux vraiment reparler de Julien Green dans d'autres vidéos plus complètes. Donc voilà, on reparlera de cet auteur l'année prochaine. Mais si vous n'avez toujours pas lu Julien Green, lisez Adrienne Mesura ou Léviathan, j'adore. Enfin vraiment, Julien Green, je pense que ça devient un de mes auteurs préférés. Voilà. Et je vous parle d'un recueil de poésie de Roger Gilbert Lecomte, La vie, l'amour, la mort, le vide et le vent, que j'ai lu cet automne et que j'ai absolument adoré. C'est une poésie surréaliste, un petit peu à la Antonin Artaud, donc avec quelque chose de très glauque, d'assez torturé, d'assez sale. Voilà, ce qui est une poésie que j'aime beaucoup, forcément dans des formes très libres, très différentes en fonction des poèmes. Voilà, je vais pas m'étendre sur ce recueil parce que c'est de la poésie, c'est difficile d'en parler puis ça se découvre. Mais si vous pensez qu'on a des sensibilités similaires, qu'on a un petit peu les mêmes goûts, je pense que ce recueil de poésie peut vous plaire, surtout si vous aimez par exemple Antonin Artaud ou Lautréamont. Je pense que vous pourrez adorer Robert Gilbert Lecomte. Voilà. Et puisqu'on parle de Lautréamont, je vous présente maintenant ma meilleure lecture de cette année. Je vous dis qu'il n'y avait pas de classement, mais vraiment, Les Chants de Maldoror de Lautréamont ça a été ma meilleure lecture de cette année et d'ailleurs une de mes lectures préférées de tous les temps maintenant, je peux dire. Ça a été une claque, mais incroyable. C'était un peu la lecture que j'attendais. J'ai adoré ce livre, mais ça a été un délice, mais du début à la fin, toutes les lignes, toutes les pages étaient incroyables. C'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que je cherche en littérature et merci Isidore Ducasse de me l'avoir livré.
Je ferai une vidéo complète sur ce livre qui sera publiée en début du mois de janvier. Voilà, c'est une vidéo que j'ai déjà scriptée qui va un petit peu balayer tout ce qu'on peut trouver dans cette œuvre. Donc je ne m'étends pas, mais en tout cas c'est vraiment un ovni littéraire, c'est une claque, c'est très glauque, sombre, subversif, sale, c'est en même temps magnifique. Lisez les chants de Mal d'Aurore, c'était incroyable. Vraiment je le relirai avec plaisir et ça fait vraiment partie maintenant de mes livres préférés tout court quoi, voilà. Et alors c'est très bien que je vous parle de poésie, ça me permet de faire la transition. Je voulais vous parler également des relectures que j'ai faites cette année. Cette année j'ai fait pas mal de relectures et je suis très contente parce que j'ai relu en fait quelques-uns de mes livres préférés et ça a été à chaque fois une redécouverte que j'ai adorée. J'ai de nouveau apprécié, redécouvert ces grands livres. Et le premier du coup c'est Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Voilà. Je ne vais pas m'étendre, un pilier de la littérature française. Je l'avais lu pour la première fois au lycée en première et depuis je ne l'avais pas relu, donc je l'ai relu cette année. J'ai été très contente parce que ça a été sublime. Voilà, Baudelaire, des Fleurs du Mal, que dire de plus hein. Cette année également j'ai relu Mary Shelley, notamment avec Frankenstein du coup, qui est aussi un de mes livres préférés. Je suis contente de l'avoir relu parce que la première fois que je l'avais lu c'était en français et je ne me souvenais pas de toute la complexité de l'œuvre. Et donc là j'ai été contente de pouvoir le relire en anglais et de me rendre compte en fait de la richesse de cette œuvre, de tout ce que parvient à nous dire Mary Shelley dans une écriture encore une fois incroyable. Pareil, j'en ai fait une vidéo, donc si vous voulez avoir un avis plus détaillé, je vous renvoie à cette vidéo. Mais du coup, j'ai relu Frankenstein et j'ai lu d'ailleurs d'autres œuvres de Mary Shelley que j'ai beaucoup aimées. J'ai lu ses nouvelles, sa poésie, son long roman The Last Man, pardon. Et voilà, c'est vraiment une autrice dont on parle peu parce que même si on connaît Frankenstein, finalement, on connaît moins son autrice et puis on lit pas ce qu'elle a écrit par ailleurs et c'est tout aussi bien. Donc voilà, Frankenstein je l'ai relu, c'était incroyable. Et on reste dans le gothique puisque j'ai relu également Dracula de Bram Stoker en langue originale cette fois. Pareil, je l'ai lu quand j'étais adolescente, assez jeune, j'avais adoré. Là je l'ai relu, je crois que j'ai encore plus apprécié ma lecture qu'à l'époque. Tout le monde connaît Dracula, donc je passe pas plus de temps dessus, mais j'ai adoré me replonger dans cette histoire, c'était génial. Et alors cette année j'ai pris le temps de lire plusieurs œuvres d'un même auteur, d'une même autrice, ce que je suis très contente d'avoir fait. Je l'ai fait du coup, je vous ai dit, avec Arthur Schnitzler, je l'ai fait avec Mary Shelley, je l'ai fait également avec un des génies de la littérature, Vladimir Nabokov. J'ai relu 3 fois cette année, je tiens quand même à le dire, Lolita. J'ai fait une lecture commune sur ce livre, donc si ça vous intéresse, je vous laisserai les lives encore une fois en barre d'infos. Que dire de plus? Voilà, j'ai relu 3 fois mon livre préféré, Lolita, c'était encore une fois génial. J'ai lu d'autres œuvres de cet auteur dont je vous reparlerai bientôt. Mais dans le cadre de cette vidéo, pour vous parler de mes meilleures lectures, du coup, j'ai lu Machenka. Et j'étais très surprise, très agréablement surprise parce que même si je m'attendais à apprécier, je ne m'attendais pas à aimer autant et ce livre a vraiment résonné en moi. Je vous en reparlerai plus longuement dans un autre projet, mais en tout cas, Machenka fait partie de mes livres préférés de cette année. J'ai également découvert une autrice égyptienne, Nawal El-Saadawi, dont j'ai lu 3 de ses écrits. Ça a été une femme incroyable qui en plus nous a quittés cette année. Elle a fait un travail d'investigation, de militantisme que j'admire énormément. Malheureusement, elle est peu traduite et quand elle l'est, c'est dans des vieilles éditions qui ne sont plus vraiment éditées ou difficilement trouvables, donc c'est assez regrettable. Si vous pouvez lire en anglais, déjà lisez-la en anglais parce que le niveau est vraiment facile, il n'y a pas de difficulté. Et puis si vous ne lisez pas en anglais et que vous essayez de la trouver en français, mais vraiment lisez Nawal El-Saadawi. J'ai lu son récit sur la prison. Elle a passé, j'allais dire elle a séjourné en prison. Elle a pas séjourné en prison, elle a été emprisonnée. Et elle nous parle de la vie en prison et notamment des relations qu'elle va entretenir avec les femmes dans cette prison et la question de justement des femmes en prison en fait. Voilà. Elle va nous parler également de la condition de la femme dans son pays.
Elle va dénoncer la politique égyptienne de son temps. Donc voilà, elle est médecin de formation, mais son militantisme aussi bien pour le féminisme que pour la liberté tout simplement en fait est assez admirable, donc lisez-la. Voilà, j'ai été très heureuse de la découvrir cette année. Et enfin je finis avec un des meilleurs et surtout une des meilleures expériences que j'ai eues cette année et d'ailleurs ces dernières années sur ma chaîne, c'est le projet de Lisons les Rougon-Macquart avec Antastasia. Je suis extrêmement contente de faire ce projet. C'est vraiment un régal, un plaisir déjà de relire Zola, mais surtout de faire les lives avec Antastasia, mais avec vous tous et toutes. Vraiment c'est toujours un moment de plaisir. Donc cette année on a lu les 5 premiers tomes des Rougon-Macquart, donc La fortune des Rougon, La curée, Le ventre de Paris, La conquête de Plassans et La faute de l'abbé Mouret. Voilà, c'était pour la plupart ça a été des relectures pour moi, mais c'était encore une fois un plaisir de faire ça. Donc c'est évidemment un challenge qui reconduit l'année prochaine, hein. De toute façon c'est un challenge qui dure 3 ou 4 ans je crois. Mais je suis très contente. Si vous voulez de ces 5 là, des 5 premiers tomes, mon préféré reste La curée pour l'instant. Oui, on va rester sur La curée pour l'instant, mais on va voir l'année prochaine si ça change. Je l'ai déjà dit plusieurs fois aussi, mais Zola c'est un de mes auteurs préférés, c'est un auteur que j'admire énormément. Et donc voilà, je suis très contente de le relire et de le relire dans le cadre de ce challenge. Voilà. Écoutez, j'ai fini. Voilà, je vous ai présenté mes meilleures lectures de 2021. Si vous avez lu certains de ces livres, dites-moi ce que vous en avez pensé et surtout, dites-moi en commentaire quelles sont vos meilleures lectures de cette année. Voilà, je suis très curieuse de lire vos commentaires, donc je vous laisse ici. Je vous retrouve bientôt pour la vidéo sur les lectures que j'ai le moins aimées en 2021. Et en attendant, je vous souhaite de faire de très belles lectures.